ceux qui changent le monde présentement, c'est des entrepreneurs. Pas social seulement, des entrepreneurs. Des gens qui ont cette vision-là, qui ont la créativité de mettre au monde ces entreprises-là un peu partout. C'est les gens d'affaires. C'est eux autres qui ont des stratégies qu'ils ont appris, qui transmettent et à des gens comme moi, mais aussi à des organisations sur le terrain. Il n'y a personne qui va changer le monde tout seul. On va changer le monde, tout le monde ensemble. Ça a été quand j'ai travaillé avec l'ancien président, M. Clinton, ça a été ma plus grande révélation de réaliser jusqu'à quel point moi je me disais c'est mon idole, puis lui il a la fondation de Clinton, puis j'ai réalisé non, on va le faire tout le monde ensemble, puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis également ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que les entreprises c'est avant tout des personnes. C'est des pères de famille, des mères de famille, c'est des gens qui ont des réalités à eux-mêmes, avec des enfants, etc. Et c'est sur eux autres que je mise. Parce qu'au-delà du brand name de l'entreprise, du nom, l'image de marque de l'entreprise. L'humain n'est pas indifférent. C'est les humains. Quand ces gens-là vont être touchés, puis encore plus, ou touchés point pour la première fois, ou ceux qui le sont déjà, merci. Mais c'est eux qui vont être capables de mettre des ressources de l'avant pour des gens qui ont des idées extraordinaires sur le terrain un peu partout pour s'assurer qu'on ait un monde meilleur. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où semaine après semaine, j'ai le privilège fantastique de m'asseoir avec des personnes inspirantes de par leur message, leur parcours ou de par la différence qu'ils ont décidé de faire dans le monde. Et aujourd'hui, on ne fait pas exception à la règle alors que j'ai le privilège énorme de m'asseoir avec nul autre que Daniel Germain. Salut. Comment ça va, Daniel? Ça va bien, toi? Good, ça va très, très bien. Président fondateur du Club des petits déjeuners. Oui. Avant d'entrer en ondes, on se disait ça va faire 24 ans. Le 1er novembre. Juste pour qu'on a des gens partout dans le monde qui nous écoutent. Le Club des petits déjeuners, en chiffres aujourd'hui, tu me disais que vous nourrissez plus d'enfants que jamais aujourd'hui. Évidemment, malheureusement ou heureusement, peu importe comment on veut le regarder, présentement, on touche un peu plus que 225 000 enfants qu'on nourrit, à qui on sert le déjeuner à tous les jours au Canada. Tous les jours. Oui. À travers le pays, dans les 10 provinces et 3 territoires au Canada. Donc, comme tu disais, c'est soit malheureusement, heureusement, mais c'est quand même incroyable de prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a des enfants en quantité industrielle qui, à tous les jours, vont à l'école sans avoir absolument rien dans le ventre. Ouais. En fait, au Canada, c'est un enfant sur 5. C'est ça. Donc, il y a 5 millions d'enfants ou à peu près qui sont retournés à l'école à la rentrée scolaire. Donc, 1 million d'enfants qui sont dans une situation de pauvreté quelconque au Canada. Et là, quand on parle des Premières Nations, Métis et Inuits, là, on tombe dans un enfant sur 2 dans ces communautés-là, malheureusement, encore une fois. Mais on est présent, on a 200 programmes dans ces communautés-là sur les 650 écoles qu'il y a au Canada. Donc, on approche, on avance. Tu me disais avant d'entrer en entrevue, Daniel, que tu prends un peu moins la parole qu'avant, tu es un petit peu moins présent. Et une chose, j'ai eu le privilège de te rencontrer en 2005-2006, je crois. Et ton histoire, je sais que tu l'as répété, je sais que tu l'as raconté, mais pour toutes les gens qui nous écoutent et qui pensent qu'ils ne peuvent pas changer le monde, j'aimerais qu'on revienne avant la fondation, en 1994, du premier club de petits déjeuners, un peu le crescendo et un peu les situations dans lesquelles tu t'es retrouvé qui t'a mené à créer cela, parce que, disons que tu n'étais pas prédestiné à devenir leader d'une des plus grosses entreprises sociales au monde, un très grand mouvement. Ta jeunesse... Mais moi, je viens d'une petite ville de Verdun, ici, tout près de Montréal. J'ai été élevé en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 8 ans. Et quand tu dis en famille d'accueil, 9 familles d'accueil à peu près que non, j'ai fait non? deux familles d'accueil. Deux okay. familles d'accueil différentes avec mon frère et pour aller demeurer avec mon père à l'âge de 8 ou 9 ans. Peut-être c'est là le 9. Oui, le 9, oui, exactement. Hey, il a rattrapé la balle au bon, tu vois, il a le sens, c'est parfait. Mais je pense que le mal était fait un peu en dedans de moi à ce moment-là pour toutes sortes de raisons. Et toute ma jeunesse, j'ai couru après quelque chose.
Je pense que j'étais un entrepreneur d'une certaine façon. J'ai compris ça plus tard, évidemment. Mais j'avais pas compris comment on pouvait entreprendre des choses qui sont bonnes ou belles ou avec des bonnes valeurs positives. J'ai été président de ma polyvalente à 16 ans et je me souviens, il y a eu presque une réunion d'urgence. Il peut pas être des profs et des directions. Il peut pas être président, c'est un bum, il peut vendre de la drogue, etc. Qui n'étaient pas des rumeurs. À l'époque, tu étais plus un leader négatif. Oui, totalement. Mais en même temps, j'avais ce désir-là, je dirais, de devenir quelqu'un d'important. René Lévesque était mon idole parce qu'il savait comment parler aux jeunes. Puis c'était rare de voir un jeune de 14, 15, 16 ans s'intéresser à la politique, mais moi, cet homme-là venait me chercher de par son discours, etc. Je voulais être quelqu'un, je me voyais, puis je parlais beaucoup aux gens, un jour, moi, je vais faire ça. Ceci étant dit, quand tu payes pas le prix de la réussite, quand j'ai pas gradué malheureusement du secondaire, je me suis retrouvé pas de diplôme, et face à un mur rapidement à 17-18 ans où tu te dis « wow, il y a des bonnes chances que je sois comme tout le monde, je vais me marier, m'acheter une maison, un Golden Retriever, puis prendre ma retraite à 55. » Puis il me semble que je me disais, il y a plus que ça pour moi dans la vie. Et j'ai commencé à continuer à faire ce que je savais faire, donc des affaires un petit peu plus louches ou illégales. Et je me suis retrouvé, pour faire une histoire courte encore une fois, dans la début vingtaine, arrêté aux États-Unis pour trafic. Et j'ai frappé un mur. Je suis allé en prison là-bas, puis... j'ai eu peur, pas juste d'être là, parce que j'avais été souvent dans le trouble quand j'étais jeune, mais j'ai eu peur d'avoir fait l'erreur de trop, qui était pour la goutte qui fait déborder le vase. Qui hypothèque le restant de ta vie. Et j'ai eu une grosse prise de conscience. J'ai été expatrié des États-Unis. En fait, ça m'a pris 29 ans à y retourner. Wow. Ça fait juste depuis 2016 que j'ai eu un pardon pour pouvoir y retourner. Mais quand j'ai sorti, je voulais changer. Je suis allé faire un voyage humanitaire, pas pour changer le monde, mais pour changer mon monde à moi. Et on m'a amené à Mexico, dans une des plus grandes villes au monde. Et je suis allé dans un dépotoir où 50 000 enfants y vivaient. Puis il s'est passé quelque chose avec moi cette journée-là, qu'à chaque fois que j'y pense... je suis touché parce que j'ai vu quelque chose, pas juste avec mes yeux, mais c'est appeler ça une destinée, un miracle ou peu importe, mais j'ai senti quelque chose en dedans de moi. Puis j'ai compris rapidement que ce que je voyais là, c'était juste un bout de ce qui se passait en réalité. Évidemment, je l'avais entendu un peu partout, comme tout le monde, dans les journaux ou à la télévision. Puis là, il y a tant de pauvreté qui se passe dans tel pays ou en Afrique ou ailleurs. Le temps qu'on n'a pas été sur le terrain, des fois, c'est plus des statistiques et des chiffres, mais quand tu le vois... Quand tu l'entends à la radio, tu changes de poste. Le journal, ben, tu tournes la page. Mais quand tu as les deux pieds dedans, tu te dis « Wow, it's happening. » Ça arrive. Et pendant toutes ces journées-là que j'ai passées là, dans ma tête, ce qui se passait, puis en dedans de moi, c'est je peux me battre, moi, pour ça. C'est quelque chose que je pourrais faire. J'avais le guts assez, j'étais assez déterminé. J'avais passé à travers beaucoup d'obstacles déjà, même si j'étais encore jeune. J'ai décidé de donner ma vie pour les enfants. À ce moment-là, je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'est ça. Qui a choisi qui? Tu as l'impression que... Oui, c'est ça, exactement. En plus, et j'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. J'ai jamais rien fait d'autre que de me battre pour les enfants de cette journée-là. Je suis retourné à Mexico plus que 25 fois par la suite. J'ai travaillé avec des associations, des églises, des dentistes, des médecins, des sœurs de Québec qui me donnaient des médicaments, etc. Et j'ai passé d'amener des équipes de 1, 10, 50, 100 à la fois. J'étais l'entrepreneur, là, mais je le découvrais. Là, Et tu faisais ta différence à l'extérieur. Je faisais ma différence à l'extérieur, puis j'apprenais énormément en même temps
de la nature humaine. Comment est-ce qu'on était capable du mieux, puis des fois du pire, puis malheureusement, souvent du pire aussi. Et je comprenais aussi que ça, c'était le reflet de ce qui se passait à bien des endroits, puis je commençais à connaître les vrais chiffres de ces situations-là. J'ai travaillé en Haïti par la suite, durant l'embargo où c'était difficile. J'ai vu beaucoup de cadavres dès le départ de mes premiers pas en Haïti. Il y a la violence, etc. Mais moi, je venais d'un monde qui était quand même assez dur, fait que je me sentais pas dépaysé là-dedans, je me sentais pas bien non plus, mais je me sentais à la hauteur de me tenir debout. Et je suis allé encore une fois beaucoup en Haïti, des cailles au Cap-Haïtien, j'ai voyagé le pays au complet, à comprendre ces situations-là, à comprendre aussi... Et est-ce que déjà à cette époque-là, tu ramenais de ce don de soi, ce désir-là de faire une différence, tu le ramenais au Québec déjà? Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, à ce moment-là, j'étais à l'école, puis de me préparer sûrement aussi, sans le savoir à ce moment-là, mais parce que les gens disaient, nous, on tripe sur la vision, mais on a de la difficulté avec le visionnaire, qui était moi. Parce que j'avais pas appris à être gentil, j'avais pas appris à parler doucement. Moi, si on travaillait dans des dépotoirs et on dormait pas 2 jours, comme petit bum de Verdun, j'avais fait ça souvent. Ouais. Mais j'exigeais de ça de la petite fille qui était à l'université ou du gars qui était au cégep ou du médecin qui n'a jamais fait ça. Et c'était la bonne intention, mais le mauvais message. Est-ce qu'à ce moment-là, tu fais tout ça? Est-ce qu'il y a une partie que tu veux te racheter? Y a-tu une partie de culpabilité que tu te dis, je vais tellement en faire que je vais racheter un peu des choses que j'ai faites? Est-ce que ça t'habite, ça? Souvent, les gens ont dit, je ne vais pas m'impliquer parce que j'ai tellement fait de mal, j'ai tellement foiré, j'ai tellement fucké, comme on dit. Ouais. C'est quoi ta drive? C'est-tu justement la fibre humaine déjà à ce moment-là ou il y a un mix? Il y a sûrement un mix, mais je le comprends pas à ce moment-là. Ouais. Mais il y a surtout quelque chose que tu reçois dans la vie ou tu reçois pas. Je ne sais pas s'il faut que tu passes à travers ce que j'ai passé, mais j'ai rencontré plusieurs jeunes qui viennent d'Afrique, du Sierra Leone ou des pays les plus difficiles comme le Soudan, etc., qui sont des survivants et qui ont une détermination extraordinaire. Je pense que ça venait de tous les obstacles que j'avais eus dans ma jeunesse. J'ai été capable de catalyser ça dans une énergie qui était, je pensais tout possible, inarrêtable. Puis j'étais prête à tout aussi. C'est-à-dire même d'apprendre à changer. J'ai des gens d'affaires qui sont venus alentour de moi, puis ils m'ont appris à me fermer, à demander pardon, à être plus gentil, à comprendre les diversités de la nature humaine, des gens d'où on vient. Donc, tu étais dans la même dynamique que lorsque tu es parti. Tu partais pas pour changer le monde, mais tu continues à changer ton monde. Tu avais l'humilité de dire, je vais d'abord changer. J'avais pas le choix aussi, dans le sens que je voulais gagner. Là. Je voyais qu'il y avait quelque chose, puis je me disais, wow, j'étais surpris des pas de géants qu'on faisait à travers les petites actions qu'on faisait, qu'on j'avais débuté, puis je me disais, wow, dans le fond, la seule différence, puis j'ai compris ce mot-là encore plus tard, mais c'est, en anglais, ils disent, how bad do you want it? Tu sais? Combien déterminé tu es pour le faire, pour gagner. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que des gens comme Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix à 17 ans, comme des Craig Kielburger qui a créé un mouvement avec le We Day à travers tout le monde, que je connais très bien. Je suis allé en Afrique avec Craig et son frère Mark. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il n'y a rien d'impossible. À 12 ans, Craig se tenait debout devant des gouverneurs américains comme les Kennedy et tout ça pour l'esclavage des enfants de par le monde. Donc, je voyais ça parallèlement et tout ça, mais je n'avais pas encore compris qu'il fallait que je le fasse chez nous. Donc, how bad do you want? Donc, il y a une différence entre faire de l'aide dans des pays étrangers. Le déclic, c'est que tu dis, je canalise ça. Ouais. Et maintenant, on va apporter de l'aide aussi chez soi. Ouais. Ça se fait quand? Il se fait 4 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard. Je suis dans une conférence à Vancouver. Ça s'appelle Mission Fest. Ça existe encore. Des centaines d'ONG, d'organisations non gouvernementales,
s'ils regroupent, ont des kiosques, puis partagent un peu, que ce soit l'UNICEF, la Croix-Rouge, Vision mondiale et les autres. Et il y avait une dame qui était une des conférencières à cet événement-là, qui s'appelle Jackie Pollinger, puis elle était vraiment audacieuse. Elle avait une audace, puis une parole inspirante, provocante, mais pour le bien. Et je suis allé la voir après, je l'ai suivie parce qu'il y avait 10 000 personnes, puis je ne pourrais jamais y parler, puis je l'ai rattrapée dans le lobby de son hôtel. Et j'ai dit, Jackie, en anglais, là, mais je vais vous épargner mon accent. Mais les Français te comprenaient très bien. J'ai demandé, je peux te parler. Puis là, je raconte ce que je fais au Mexique et en Haïti, puis elle me regarde, puis elle dit, non. Tell me what you're doing at home. Dis-moi ce que tu fais chez toi. Puis là, je dis, ça doit être l'accent, elle n'a pas compris. Je fais rien chez nous. Puis comme un poisson, j'ai sauté dans son filet. Elle m'attendait là, évidemment. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, c'est drôle, Daniel, j'ai toujours pensé que c'était impossible d'avoir une vision pour le monde si tu n'as pas une vision pour chez vous. Puis elle est tournée, puis elle est partie. Puis je me dis, j'étais fâché, j'étais frustré. Je me dis, pour qui qu'elle se prend? Puis quand je comprends pas ce qu'on fait là-bas, l'impact, la différence que l'on a. Quand j'ai pris l'avion pour m'en aller vers Montréal, j'avais pas des pensées joyeuses envers elle, en tout cas, pour épargner les mots que je pourrais dire. Mais j'étais vraiment fâché. Mais de toute évidence, cette vérité-là est en train de descendre en dedans de moi. Et quand je suis arrivé à la maison, j'avais quelques personnes qui étaient habituées de voyager avec moi. D'ailleurs, il y en a une qui travaille encore avec moi aujourd'hui. Elle s'appelle Judith Barry. Ça fait 24 ans, hein, mais plus des voyages humanitaires, peut-être 28 ans qu'on travaille ensemble. Puis j'avais dit, il faut faire quelque chose chez nous. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, il faut faire quelque chose chez nous. Moi, je veux 2 ingrédients. Je veux travailler avec les enfants, puis je veux avoir l'option de changer quelque chose. Évidemment, pour moi, la pauvreté était tellement plus spectaculaire ailleurs que je comprenais pas pourquoi, mais il y avait cette conviction-là en dedans de moi qui disait, faut que je le fasse comme ça. Les temps ont bien changé dans les 24 dernières années. À ce moment-là, dans les pays qu'on appelle maintenant honte à nous autres, quand j'étais jeune, on l'appelait le tiers-monde. Maintenant, on l'appelle le 2 tiers-monde. De toute évidence, on n'a pas fait la job. Non seulement c'est under our watch, c'est devenu pire. Sous notre regard, c'est devenu pire. Puis je me disais, pourquoi chez nous? Mais à ce moment-là, quand tu allais dans ces pays-là, au Mexique, en Haïti ou en Afrique, les gens, ils ne savaient pas ce qu'il n'y avait pas. Maintenant, ils savent. Parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, ils se font rappeler à tous les jours. J'ai un ami qui dit la souffrance vient des écarts. Quand tu ne vois pas ce que tu manques. Puis pour être poli, dans les statistiques, 80% de la richesse est dépensée par 20% de la population mondiale, à peu près. Hein? Fait que, donc, on a débuté avec le petit déjeuner. J'ai dit, je veux travailler avec les enfants, avoir l'option de changer quelque chose. Puis pour moi, l'option de changer quelque chose, c'est dans le même esprit, c'est-à-dire, quand tu as l'option, then it's up to you. Ça t'appartient de travailler plus fort que n'importe qui, de trouver the last great idea, les dernières grandes idées, puis de le faire arriver. Puis ça, je savais qu'on était capable de faire ça. Je savais que j'étais capable de faire ça. Et est-ce que déjà, tu avais identifié ou quelqu'un t'avait parlé qu'il y avait des enfants qui se retrouvaient dans la réalité à tous les jours, d'aller à Mistamoville? J'avais entendu parler d'un projet qui s'appelait le Plan Pagil. C'est le ministre de l'Éducation sur Robert Bourassa. On retourne loin, là, mais à la fin des années 80. Et là, on est rendu peut-être en 93 à ce moment-là. Et j'ai étudié, mon équipe et moi plutôt, a étudié. Moi, j'étais un TDAH sévère, là, fait que j'étudie pas longtemps. Mais je sais ce qu'on doit faire, puis j'ai du monde alentour de moi qui sont extrêmement talentueux, qui vont chercher l'information. Tout ça pour dire qu'on a étudié le plan Pagé, qui était pour... L'idée, c'était de nourrir les enfants dans les écoles en milieu défavorisé. Un vote unanime à l'Assemblée nationale, qui est la maison politique au Québec. Et le projet après 9 mois, a dû fermer. Donc, on a réétudié ce projet-là. Et au bout de 9 mois, là, comme pour enfanter quelque chose, on s'est dit, wow, ce projet-là pourrait fonctionner. Un des grands défis du projet du gouvernement,
qui fonctionnait pas, c'est que le gouvernement était trop présent. Et donc, nous, on a boycotté le gouvernement pendant longtemps parce que on savait que si ce projet-là était pour fonctionner, il devait fonctionner par la part de tout le monde. C'est-à-dire les corporations, le public, les médias, les artistes, le milieu scolaire, etc. Ce que vous avez très bien fait tout au long de votre existence. Ce qu'on a commencé à faire à ce moment-là, puis ça a fonctionné instantanément. On a ouvert une première école. Et le grand déclencheur, c'est Jean-Luc Mongrain, qui est un animateur de télévision. Très connu ici au Québec. Très connu ici au Québec, mais à ce moment-là, qui était le dieu de la télévision encore plus. J'ai reçu un appel d'eux autres. Ils voulaient vendre sa tasse à Jean-Luc au profit du club parce qu'ils aimaient la vision. On s'est parlé. Puis j'ai dit, tu sais, Jean-Luc, faut que je te raconte mon histoire avant. Parce que je veux pas que ce soit les journalistes qui la racontent. Je veux que tu le saches. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais commencé à raconter ton histoire? Pas du tout. Par honte? Ou est-ce que tu cachais cette partie-là? Par crainte, honte, qu'on te juge? En espérant que le temps passe. C'est ça, ils vont l'oublier. Je veux dire, j'essayais de pas retourner là. Il y avait sûrement encore des souffrances rattachées à ça aussi. Et tu te doutais probablement pas que ton histoire deviendrait ton arbre le plus puissant? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est la réponse à Jean-Luc qui m'a dit encore plus. On a fait une émission qui s'appelait Pour des matins sans fin, FAIM, qui parlait du club des petits déjeuners qui était embryonnaire. Là. On avait 2 écoles peut-être. On en a 1700 ou 1600 maintenant. Et plus au Canada maintenant. Donc, mais les gens se sont attachés à cette histoire-là. J'ai eu... c'était comme mon pardon de la vie. Pas des gens parce qu'ils me connaissaient pas, mais de la vie qui disait « OK, vas-y maintenant, puis reste droite. » Et j'ai été nommé personnalité de l'année en 2000, en fait, qui est un grand gala que un 6 ans après la création du premier club. 6 ans après la création du club. Et déjà, vous avez eu une croissance énorme à cette époque-là. On avait une croissance énorme à ce moment-là. Et en 2000, c'est aussi là que j'ai décidé que c'était temps pour moi de passer à l'autre étape. Et j'ai laissé le club pour créer le volet canadien du club des petits déjeuners, Breakfast Club. Et qu'on a débuté officiellement en 2005. Et j'étais surpris de voir maintenant, tout près de 80% des clubs sont à l'extérieur du Québec aussi. Donc, c'est vraiment une portée nationale avec un impact massif, là. Extraordinaire, oui, effectivement. Puis c'est rare que les gens... ce que j'entendais, c'est que c'est rare que les gens recevaient bien à ce moment-là ceux qui avaient un accent comme moi pour leur dire quoi faire avec leurs enfants encore plus, puis dans leurs écoles. Ouais, c'est délicat. Oui, c'est délicat, mais les gens se sont attachés aussi à l'histoire, puis ont senti, je pense, nos valeurs, qu'on n'était pas là pour être des dictateurs, on était là pour aider, on était là pour rêver ensemble d'un Canada meilleur, on était là pour rêver un jour où qu'on puisse se dire tout le monde ensemble, les Canadiens, ils prennent soin de leurs enfants puis les accompagnent vers leur réussite. Oui, parce qu'on parle de nourrir des enfants depuis le début, mais c'est les bénéfices aussi, les bienfaits de tout ça. Parce que si tu vas à l'école, l'estomac vide, tu le dis, ils viennent de des endroits très défavorisés souvent, peu d'estime personnelle, ils n'ont pas de concentration. Donc, l'impact collatéral de ça est humain au-delà de ce qu'on peut imaginer. Incroyable. Puis, en même temps, ce que je veux être sûr, c'est que les vrais héros là-dedans, c'est encore les enseignants. C'est encore le personnel de direction des écoles, partout ici au Canada ou en Europe ou peu importe. Pour moi, c'est les vrais héros. C'est à eux qu'on confie nos enfants. C'est à eux qu'on supplie en secret qui vont les propulser vers leur destinée qu'ils ont tous. Donc, je ne veux pas prendre le crédit de tous les succès académiques parce que les vrais héros, c'est le personnel de l'enseignant. Je ne suis pas payé pour dire ça. Je le crois à 100%. Ceci étant dit, je pense que ce qui est important, c'est de réaliser qu'on a tous la responsabilité d'amener les enfants vers la réussite, que ce soit ici au Canada ou ailleurs. Souvent, dans les sociétés, on utilise des expressions comme « ça prend un village pour élever un enfant ». Je suis allé, moi, avec ma fille, elle avait 13 ans à l'époque, en Afrique, avec Mark et Craig, justement,
dans des villages en Afrique, de voir cette dynamique-là où le village, en fait, s'occupe et encadre l'enfant à différents niveaux. Souvent, lorsqu'on arrive dans des pays industrialisés, encore une fois, peut-être ça se passe pas ailleurs, mais je l'ai déjà vu ici au Québec et au Canada, on peut pas mettre nos haies assez hautes pour être sûr qu'on n'entende pas ce qui se passe ailleurs. Juste au cas qu'on devrait s'impliquer, qu'on devrait poser un pas s'il y avait une injustice quelconque ou quelque chose qui nous mettrait inconfortable. Ceci étant dit, moi, je crois qu'on a cette possibilité-là d'être contagieux, puis d'amener nos enfants vers cette réussite-là, puis de donner l'exemple. Le club a été nommé en 2005 un des 3 meilleurs programmes de nutrition scolaire au monde. Je veux dire, pour un gars qui n'a pas de diplôme de secondaire 5, évidemment, j'ai des gens intelligents qui travaillent avec moi, qui sont emmenés là, mais c'était surprenant, c'était touchant, c'était incroyable de voir ça. De voir jusqu'à quel point les programmes alimentaires mondiaux des Nations Unies s'est intéressés à notre histoire. À un point tel d'avoir le privilège d'organiser un événement mondial récemment, justement, sur la nutrition infantile. En fait, oui, justement, le forum sur la nutrition scolaire, supporté par les Nations Unies, encadré et financé par ce forum-là. On l'a accueilli ici même à Montréal au mois de septembre 2017. Et c'est extrêmement touchant de voir parce que là, il y a un peu un malaise aussi parce que tu es le Canada quand même. Là. Puis tu vois des pays comme l'Afrique ou la Russie ou les Indes, etc. Puis tu te dis, pourquoi que ça se passe chez nous? Toi, tu te rappelles de cette image-là spectaculaire. Oui, c'est ça. Puis tu te dis, pourquoi ça se passe chez nous? Mais en même temps, il y a toutes sortes de raisons. Mais de voir comment ces gens-là ils étaient intéressés. Ils sont venus visiter des écoles, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Tu as des gens d'Afrique qui s'en viennent visiter les écoles au Québec, des programmes de nutrition scolaire ici même au Québec. C'est surréel. Tu te dis, wow, c'est un peu surréel, effectivement. Mais le climax de cette conférence-là dont on était les autres l'année dernière, ça a été de voir jusqu'à quel point ils disaient, enseignez-nous. Comment on peut impliquer le reste? Ils sont très financés gouvernement. Et comment maintenant le privé, le public, comment les gens peuvent venir nous aider pour s'assurer de le faire mieux dans nos pays, etc. Parce que c'était ça un peu la magie des clubs, les petits déjeuners, c'est un mouvement en fait. Quels sont les ingrédients qui ont fait en sorte que, tu disais tantôt, les artistes, les entrepreneurs, les compagnies, c'était toute une job de fédérer ces gens-là. Parce qu'à cette époque-là, à moins que je me trompe, il n'y a pas beaucoup de causes philanthropiques qui avaient été embrassées de cette façon-là par différentes strates de la société. Bien, tu sais, les vrais entrepreneurs sociaux, là, je dis ça très humblement, mais je sais que j'ai été un des pionniers comme entrepreneur social. Mais aussi, que ce soit, on en a plusieurs ici même au Québec, les Pierre Lavoie, puis on a Fabrice Ville, puis on a d'autres, Jean-François Archambault, qui s'élèvent au Québec depuis ce temps-là, le docteur Julien. Les vrais entrepreneurs sociaux, c'est des gens qui sont contagieux. Une vision puis une mission, c'est contagieux. Les gens l'attrapent. Puis l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est pas juste ta vision puis ta mission, mais c'est la vision de plusieurs. Et en même temps, les gens, quand ça fait du sens dans leur... Ils sont intelligents plus que jamais. Ils ont accès à l'information plus que jamais. Quand ça fait du sens, les gens embarquent. Et de nourrir les enfants, dans notre cas, vers la réussite. Le déjeuner, on oublie des fois ce que ça veut dire. On jeûne la nuit, on déjeune le matin. Et ici même au Canada, 65 ou à peu près, la journée scolaire est terminée, rendue à midi. Donc, si tu veux avoir l'impact maximum, un peu comme on s'est fait dire quand on était jeune, le déjeuner, le repas plus important, on va les nourrir le matin vers ça. Ce que j'ai surtout appris, moi, à travers les années, c'est pourquoi Jackie Pollinger m'a dit à l'époque, il faut que tu le fasses chez vous. J'ai compris 10 ans plus tard. J'avais l'impression à ce moment-là d'attaquer la pauvreté avec un tire-poids. Ça pince, mais ça fait pas mal. C'est ce que je faisais à la pauvreté au Mexique ou en Haïti. Ça pinçait, ça avait un petit impact, mais ça faisait pas mal. Mais d'être capable de faire un projet de société, de créer un mouvement avec l'équipe et les partenaires et les médias, etc., dans mon propre pays, m'a montré que si tu pouvais changer des choses, tu pouvais renverser des tendances. Et il m'a préparé aussi vers ce qui s'en vient, ce qui peut venir. J'espère un jour retourner, puis je dis j'espère, je vais le faire,
retourner où j'ai commencé, c'est-à-dire d'avoir un impact plus global. Je travaille avec plusieurs gens des Nations Unies. Jeffrey Sachs, qui a écrit les objectifs du millénaire, puis qui est le responsable, celui qui se rapporte au secrétaire général des Nations Unies présentement sur les objectifs de développement durable, les nouveaux objectifs jusqu'en 2030. Je travaille beaucoup avec lui. Je me sens souvent inadéquat, j'ai dit, parce que dans des conférences qu'on peut faire, les gens se présentent. Moi, j'ai un doctorat en ça, j'ai 2 doctorats. Puis là, moi, j'arrive, puis on va éviter le sujet scolaire. Oui, c'est ça. On va éviter le sujet scolaire, mais en même temps, je suis fier de l'histoire qu'on a. Aujourd'hui, Jackie m'a montré que quand tu avais une histoire à raconter... Raconte-la. Puis, les gens, ils te donnaient plus de crédibilité. Aujourd'hui, on est capable de voyager puis de dire, dans notre pays, on est rendu, mon équipe et moi, à nourrir 225 000 enfants tous les jours dans mon pays. Exceptionnel. C'est pas rien. Tu as dit tantôt, quand tu as parlé de Jackie, quand tu l'as rencontrée à Vancouver à la conférence, tu as dit elle était très inspirante, très provocante, mais dans un sens inspirant. Ouais. Qu'est-ce que Daniel Germain dit aux gens? Parce que faut pas se bercer d'illusions. Il y a des gens qui nous écoutent, qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de s'engager, de faire leur différence. Leur action ne ferait pas la différence. On entend toutes sortes de discours, justement, de des gens qui laissent pousser des haies autour de eux et finalement, ils ne regardent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, dans un ton inspirant mais provoquant, avec le recul? Donc, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Peut-être par où ils commencent? Qu'est-ce qu'ils font? Bien, juste avant, moi, je peux vous dire une chose. Moi, je tremble à la pensée que j'aurais passé à côté de ce que la vie, elle avait pour Daniel Germain. Je me le dis ça souvent. On te sent ému aussi. Puis, j'aurais jamais pensé, après le faux départ que j'ai eu, de pouvoir avoir le privilège de me battre pour les autres de façon positive. J'ai des centaines de gens qui m'écrivent, et plus, qui ont tous ce que tu viens de mentionner. J'avais un rêve, j'ai un rêve. Mais je suis trop vieux, je suis trop vieille. Moi, je souhaite que les gens puissent trouver leur chemin de destinée, premièrement. Sur ce chemin-là, mon expérience à moi, c'est que il y a plein d'heureux hasards. J'ai l'air beaucoup plus intelligent que je le suis aujourd'hui de la réussite que j'ai faite. Je ne l'ai pas faite toute seule. J'ai fait avec une équipe incroyable, mais il y a aussi eu énormément de heureux hasards sur ce chemin-là. Troisièmement, la détermination. Les gens, je me souviens Fabrice Ville, qui est ici au Québec, un jeune entrepreneur social maintenant, qui est aussi un avocat, un jeune avocat à ce moment-là. Il était venu me voir, puis il me racontait son projet, etc., pour travailler avec les jeunes, puis à travers le sport, être capable de les réintégrer, etc. Puis je disais, la seule chose que je vais te dire, Fabrice, c'est que tu peux pas changer le monde à temps partiel. Si c'est ton rêve, vas-y, lance-toi. Puis il l'a fait. Puis il l'a raconté, lui, cette histoire-là, à travers les médias lui-même. Mais c'est ça le message, c'est que les gens, on a tous des rêves. Puis si votre rêve, c'est de devenir un médecin, un dentiste, absolument. Mais si vous pensez que vous pouvez participer, soit en support ou soit en leader d'un mouvement qui va changer les choses, faites-le. Moi, je me souviens que quand j'ai débuté, j'ai lu un article dans le Time Magazine qui disait « The Last Great Idea ». C'est pour ça que je dis souvent ça, la dernière grande idée. Puis c'était un jeune qui défendait sa thèse de doctorat qui disait « À partir de maintenant, tout a été inventé. On va avoir juste une meilleure version de ce qu'on a déjà, un meilleur cellulaire, on va avoir un meilleur sofa, un meilleur ordinateur, on va avoir une meilleure voiture, etc. » Puis un entrepreneur social mondial qui est un homme que j'admire de façon extraordinaire, John Prendergast du mouvement Enough, qui travaille avec Matt Damon puis plusieurs autres, qui a répondu, il dit non, je refute cette théorie-là parce qu'on n'a pas tout inventé. On n'a pas trouvé encore la solution pour ce qui se passe en Israël et en Palestine. On n'a pas trouvé la solution pour le sida, pour la mortalité des enfants. On dit qu'il y a à peu près 25 000 enfants qui meurent de causes non naturelles à tous les jours. C'est l'équivalent d'une 60aine de Boeing 777 qui s'écrasent, remplis d'enfants, à tous les jours, avec aucun survivant. Mais comme tu disais tantôt, under our watch, tout ça, ça se produit sous notre regard. Encore. Ça se produit, ces choses-là. Puis je pense qu'on
on a la responsabilité de Malala Yousafzai, son histoire est incroyable. Je veux dire, quand tu y penses, c'était quoi son rêve à Malala? Elle voulait aller à l'école. C'est ça son rêve. Puis il y a des gens qui ont voulu empêcher son rêve, puis qui ont provoqué un bien plus grand rêve. Les talibans qui l'ont tiré, mais pas tué, ont provoqué un symbole mondial pour dire aux jeunes filles de par le monde, c'est possible d'aller à l'école, d'accomplir ton rêve, etc. Puis encore une fois, la plus jeune nominée du prix Nobel de la paix. Je dis, quand tu penses à ça, elle, 3 mois avant, pensait pas à ça. Mais plein d'histoires comme ça qui se passent. Puis je souhaite, moi, je crois que la génération qui pousse présentement, c'est la génération que des entrepreneurs sociaux comme moi, on a tant entendu. C'est la bonne. Puis je souhaite que ces jeunes-là se lèvent et disent « it's enough, c'est assez ». Est-ce que tu trouves que, en général, les entreprises font assez un bon boulot au niveau de tout ce qui est l'entrepreneuriat social? Parce que là, on a plein d'exemples d'entrepreneurs sociaux. Ouais. Mais en général, le rôle aussi social qu'une entreprise qui est peut-être moins dans cette trame-là pourrait jouer? Est-ce qu'il y a une ascension? Est-ce qu'on peut faire plus? Ou les gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, disent comme « moi, j'ai pas d'aspect social dans mon entreprise ». Totalement. Je dirais, ceux qui changent le monde présentement, c'est des entrepreneurs. Pas social seulement, des entrepreneurs. Des gens qui ont cette vision-là, qui ont la créativité de mettre au monde ces entreprises-là un peu partout. C'est les gens d'affaires. C'est eux autres qui ont des stratégies qu'ils ont appris, qui transmettent et à des gens comme moi, mais aussi à des organisations sur le terrain. Il n'y a personne qui va changer le monde tout seul. On va changer le monde, tout le monde ensemble. Ça a été quand j'ai travaillé avec l'ancien président, M. Clinton, ça a été ma plus grande révélation de réaliser jusqu'à quel point, moi je me disais, c'est mon idole, puis lui, il a la fondation Clinton, puis j'ai réalisé que non, on va le faire tout le monde ensemble, puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis également, ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que les entreprises, c'est avant tout des personnes. C'est des pères de famille, des mères de famille, c'est des gens qui ont des réalités à eux-mêmes, avec des enfants, etc. Et c'est sur eux autres que je mise. Parce qu'au-delà du brand name de l'entreprise, du nom, l'image de marque de l'entreprise. L'humain n'est pas indifférent. C'est les humains. Quand ces gens-là vont être touchés, puis encore plus, ou touchés point pour la première fois, ou ceux qui le sont déjà, merci. Mais c'est eux qui vont être capables de mettre des ressources de l'avant pour des gens qui ont des idées extraordinaires sur le terrain un peu partout pour s'assurer qu'on ait un monde meilleur. J'aimais en préparation de l'entrevue, parce que souvent les gens disent par où je commence, si je veux aider, qu'est-ce que je fais? Et j'aimais un segment où est-ce que tu disais, lorsque les gens se font des résolutions du Nouvel An, si au moins ils ne faisaient que se poser la question cette année, comment je vais aider mon prochain, comment je peux être au service? En fait, moi, même ces entrevues-là, je le fais pas pour le club ou Breakfast Club. Je suis content de parler de l'histoire, mais je le fais pour que les gens se lèvent puis renversent ces tendances qu'ils ont dans leur propre pays, dans leur propre réalité. Je lève ma main, moi, comme bénévole dans n'importe quoi, que quelqu'un qui a une idée géniale, ça va me faire plaisir de donner mon savoir gratuitement. Ça n'a jamais été ma motivation, mais effectivement, je dis souvent aux gens, quand vous arrivez chez vous, ceux qui ont des enfants ou ceux qui sont en couple, vous pouvez vous serrer dans les bras, vous serrer vos enfants, puis réaliser que vous avez le privilège, pour plusieurs d'entre vous, de vivre dans des pays qui sont en paix, d'avoir vos enfants dans des écoles où ils ont des possibilités, accès à des métiers ou à leurs rêves à eux-mêmes. Puis quand vous faites vos résolutions à Noël, oui, la piscine, oui, les voyages, oui, mais qu'il y ait un point, un de ces points-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme couple, comme famille, pour les autres. Puis, attachez-vous, parce que quand tu commences à mettre le premier pas en avant, moi, j'aurais jamais pensé me retourner de bord puis réaliser, wow, on a tous fait ça en équipe, on a tous été capables de... Il y a des gens partout dans le pays qui nous arrêtent puis disent merci pour nos enfants. Tu dis, wow! Mais c'est ça qu'il y a en réserve pour certains d'entre vous qui ont le goût de faire une différence. Le premier pas, c'est toujours le plus difficile. Puis après ça, sur ce chemin-là, il y a des heureux hasards
qui va se passer. Puis je souhaite être votre plus grand fan, puis vous applaudir parce que vous aurez fait des choses extraordinaires. Puis vous aurez écrit l'histoire à votre façon. Oui, tu as dit un jour, on a toute la responsabilité d'écrire une partie de l'histoire. Et je pense que tu nous as démontré que quand on se lève debout, peu importe notre passé, peu importe notre parcours, peu importe les embûches qu'on rencontre, il y a de la magie qui se produit quand on se lève debout and we say enough. Et qu'on décide de changer les choses. Absolument. Daniel, ça a été un réel plaisir, vraiment. Merci beaucoup de t'être arrêté et nous raconter ton histoire à nouveau, mais encore une fois, d'être contagieux. Ouais, bien, merci, tu l'as bien fait, puis c'est pour ça que je me sens à l'aise de me m'ouvrir comme ça. Merci énormément, mon ami. Merci beaucoup. Alors, pour les gens qui veulent de l'information, parce que tu me disais avant l'entrevue, il y a plein de défis qui s'en viennent pour le Club Petit Déjeuner, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses. Donc, les gens qui veulent s'informer, contribuer, parce que je sais que les bénévoles, c'est toujours, tu dis toujours, la donation, c'est beau, mais l'engagement, le cœur, les valeurs, c'est important. Donc, si les gens veulent me rejoindre, puis j'ai pas peur de faire ça, mon courriel, c'est daniel@pourlesenfants.ca. Daniel @pourlesenfants.ca. On va tout le mettre sous la vidéo ici. Bien, merci. Fantastique. Et on va donner le lien aussi du site Internet, Club du Petit Déjeuner, Breakfast Club. Donc, merci énormément. Beaucoup, beaucoup apprécié, beaucoup de valeur. Merci. J'espère que vous avez retrouvé autant de valeurs humaines, de cœur, de possibilités que moi, j'ai pu en retrouver dans cet entretien-là. Alors, j'espère que peu importe où vous êtes en francophonie mondiale, que vous recevez cette vidéo-là peut-être pour un cadeau, pour vous aussi, à votre façon, vous lever, comme Daniel a fait après avoir entendu Jackie, et comme il continue de le faire, pas seul, mais entouré d'une équipe de gens de cœur. Alors, merci énormément. Tant qu'à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. C'était Martin Latulippe qui vous dit au revoir tout le monde.